Bonjour. Bonjour. Bonjour, Bonjour. bonjour à toutes et à tous. Écoutez, bienvenue. On est à l'heure pile poil, 9 heures. Bienvenue, bienvenue à Rennes, bienvenue à la Bretagne. On est très content de vous avoir avec nous aujourd'hui après une petite incursion qu'on a faite en novembre dernier à Strasbourg. On continue notre petit tour de France avec l'antenne Codico de Rennes. Avant de commencer, de présenter un petit peu nos intervenants qui vont être avec nous, juste deux, trois petites règles. Sachez que le webinaire va être enregistré, donc j'imagine qu'il n'y a pas de souci pour les uns et pour les autres. Et puis ce qu'on va vous demander aussi au tout début, c'est peut-être dans le chat de nous indiquer comment vous avez connu et vous avez été au courant de l'événement, du webinaire, qu'on puisse un petit peu tracer, si j'ose dire, notre communication. Donc voilà, si vous pouvez nous dire un petit peu comment vous êtes arrivé jusqu'à nous, ça serait super. Donc on va vous présenter aujourd'hui un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi Codico, comment Codico fonctionne, et puis on va travailler avec la preuve par exemple, avec le testimonial à la fois de Codico et de Vinci, qui s'engage depuis longtemps maintenant avec l'association. Et puis on va présenter un petit peu les enjeux de l'antenne de Rennes, de Codico sur Rennes, et voir un petit peu si derrière, on peut compter sur vous pour vous engager avec vos collaborateurs sur les projets de Codico. Pour présenter un petit peu qui va intervenir, j'ai le plaisir d'accueillir Clément Marzini, qui est responsable de l'activité des partenariats chez Codico, qui va présenter rapidement un petit peu ce qu'il fait et quel est un petit peu son fil rouge au sein de l'association. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Moi, je suis donc Clément Mardini. Je suis en charge de l'activité et des partenariats au sein de l'association Codico, dans laquelle je travaille depuis un petit peu plus de 3 ans. Voilà, donc il y a tout un enjeu de coordination de l'activité de l'association sur nos différents territoires. Je pourrais vous présenter rapidement aussi l'implantation de Codico tout à l'heure. J'interviens aussi beaucoup sur les dimensions de déploiement territorial et d'essaimage du projet. Donc, c'est à ce titre-là, en tout cas, aujourd'hui, que je suis présent avec vous. Merci beaucoup Clément, et puis on va accueillir, désolé, j'aurais pu commencer par Anne-Flore. Anne-Flore, donc, qui représente Vinci, Anne-Flore Couronné, qui représente Vinci, qui est une société très impliquée auprès de l'association depuis maintenant pas mal de temps, et qui va nous présenter via la fondation d'entreprise, qui porte également le projet, pourquoi Vinci s'est investi, à quel niveau, quels sont les impacts, etc. Donc je vais laisser Flore effectivement se présenter à son tour. Bienvenue Flore. Anne-Flore. Merci Anne-Flore. Bonjour à tous. Merci. Donc effectivement, moi je travaille donc pour la fondation Vinci pour la Cité, une fondation qui est rattachée au groupe Vinci, qui existe depuis 2002 sur tous les sujets d'insertion socio-professionnelle. Et je suis en charge des régions de l'Ouest et de la Bourgogne-Franche-Comté. Donc à ce titre, j'ai eu l'occasion effectivement de travailler avec Codico, notamment sur Tours et bientôt sur Rennes. Merci beaucoup Anne-Flore. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une petite piqûre de rappel qui s'impose, puisqu'on va parler beaucoup de mécénat de compétences ce matin. Moi, je représente effectivement une structure qui porte depuis 2008 le mécénat de compétences auprès des organisations. Alors, c'est quoi le mécénat de compétences, même si aujourd'hui, je pense qu'il est beaucoup plus connu qu'il ne l'était il y a 13 ans. C'est la possibilité, en fait, pour des collaborateurs dans une organisation et avec l'accord de leur employeur, de donner de leurs expertises, de donner de leur temps et de leur expertise à la fois professionnelle et personnelle à des structures d'intérêt général qui sont la majeure partie du temps des associations, bien évidemment, mais qui sont également des fondations et qui peuvent être également des collectivités territoriales. Donc, très concrètement, ce sont des collaborateurs qui vont, par exemple, apporter des compétences dans le digital, dans la communication, dans le marketing, dans le juridique. Enfin, il y a vraiment un champ aussi large qu'il y a de fonctions dans l'entreprise. Et puis également apporter des compétences auprès de bénéficiaires, c'est-à-dire des compétences plus personnelles. Je vais aider à faire des CV, je vais faire passer des entretiens d'embauche à des personnes éloignées de l'emploi. Et ça, on verra tout à l'heure qu'on est un peu dans le cœur du sujet avec Codico. Je vais, pourquoi pas, de temps à autre, donner un petit coup de main pour la distribution alimentaire. Donc, on est vraiment sur un spectre assez large d'apport de compétences et d'expertise. La notion, encore une fois, de mécénat de compétences, c'est que c'est vraiment pendant le temps de travail des collaborateurs. C'est vraiment un acte volontaire, mais pendant le temps de travail des collaborateurs.
ce qui le différencie du bénévolat, qui lui est pendant le temps privé des collaborateurs, c'est-à-dire je vais aider le soir, le week-end, etc. Donc ce mécénat de compétences, il a vraiment commencé à prendre forme, on va dire, et à se généraliser, en tout cas plus qu'avant, il y a à peu près 5-6 ans. Hein. On a vraiment senti une évolution très forte pour plein de raisons. D'abord, une émergence de ce qu'on appelle la RSE, hein, la responsabilité sociétale d'entreprise, qui permet de rendre vraiment le collaborateur acteur de la RSE de l'entreprise. Et puis également, pour pas mal d'enjeux RH que rencontrent les organisations, c'est-à-dire ce qu'on appelle par exemple la marque employeur, hein, comment j'attire des talents dans l'entreprise, notamment des nouvelles générations qui sont ce qu'on appelle en quête de sens, hein, qui veulent trouver du sens à leur parcours professionnel. Accompagner également différents moments de carrière du collaborateur tout au long de sa vie professionnelle, c'est-à-dire ça peut être par exemple en fin de carrière où des collaborateurs sont éventuellement invités à intégrer des associations sur plusieurs mois ou plusieurs années. Ça peut être dans le cadre des intercontrats, ce qu'on appelle les intercontrats, donc des consultants entre deux missions clients qui vont être toujours de façon volontaire, encore une fois, hein, redéployés sur des missions associatives. Enfin voilà, il y a plein de moments comme ça dans la vie du collaborateur où ce mécénat de compétences peut prendre différentes formes, de la mission vraiment d'une demi-journée, hein, ce qu'on appelle des missions flash, jusqu'à des missions de longue durée, et donc avoir des impacts très forts pour accompagner l'association. C'est le docteur Sadou Bouvier qui m'a donné les coordonnées du docteur Dag. Il y a quelqu'un qui a son micro ouvert, mais c'est pas grave. Donc voilà, voilà un peu comment ça fonctionne. Alors aujourd'hui, et notamment depuis un an, hein, on est tous dans un contexte un peu spécial. On s'est aperçu, ça c'est le côté verre à moitié plein de la crise sanitaire qu'on vit, qu'il y a eu un très très fort appel d'air, si j'ose dire, un très très fort engouement de la part des collaborateurs pour s'engager, peut-être un peu plus qu'avant finalement, dans des actions comme ça de volontariat. Et ce mécénat de compétences, bah, on voit qu'il prend forme et qu'il est appelé à s'intégrer, à se développer de façon plus forte. Et je dirais que ce contexte sanitaire, finalement, a servi d'accélérateur, hein, dans les organisations pour que les entreprises un petit peu s'ouvrent sur l'extérieur, s'ouvrent sur les acteurs associatifs. Et donc, c'est plutôt une bonne nouvelle que cette période qu'on vit. Il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, il y a aussi des bonnes nouvelles. On voit que cet engagement, il est accéléré par ce contexte un petit peu collectif. Donc, grosso modo, voilà, ce mécénat de compétences qui prend forme dans les organisations, eh bien, il commence vraiment à se déployer de façon transversale. Et on le voit également se déployer auprès d'administrations, ce qui n'était pas le cas avant, puisqu'avant, c'était plutôt dans la sphère entreprise privée du secteur marchand. Alors, on a des administrations qui commencent à s'intéresser au mécénat de compétences. Donc, voilà, grosso modo, l'écosystème, je dirais, de partenariat entreprise-association commence vraiment à se déployer de façon concrète. Et on va le voir aujourd'hui, donc avec Codico, on va voir qu'il y a des opportunités de co-construire l'intérêt général local de façon, encore une fois, très pragmatique, très opérationnelle et surtout très concrète. Donc, pour rentrer un peu dans le vif du sujet, je vais redonner un peu le bâton de pèlerin et la parole à Clément, pour qu'il nous dise un petit peu à quoi correspond en fait cet essaimage. Je parlais tout à l'heure de Strasbourg, sur lequel on a animé un webinaire en novembre dernier. Pourquoi aujourd'hui Rennes et à quoi correspond cette volonté justement d'essaimage de Codico par rapport à Rennes? Et puis on verra après le détail, je dirais, un petit peu de l'activité Codico. Merci beaucoup Jean-Michel pour cette introduction inspirante. Et effectivement, on aura l'occasion d'y revenir, mais le mécénat de compétences, il est vraiment au cœur du programme Codico. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est avec vous ce matin. Je voulais vous remercier aussi de vous être joint à nous ce matin. C'est un signal évidemment fort pour nous de pouvoir sentir l'appétence des entreprises sur le territoire dans une phase d'installation. On y est évidemment sensible et j'espère qu'on sera en mesure de répondre au plus grand nombre de questions que vous pouvez vous poser, puisque c'est aussi l'objectif de notre échange ce matin. En quelques mots, Codico, on est une association qui a été fondée en 2016 à Paris, donc qui a aujourd'hui un petit peu plus de 4 ans. L'objectif de Codico, c'est d'accompagner des personnes réfugiées, des bénéficiaires de la protection internationale dans leur processus d'insertion socio-professionnelle, peut-être largement socio-professionnelle, mais avec un focus très fort sur l'insertion professionnelle. L'objectif, c'est de les aider à travers un programme d'accompagnement dédié sur lequel je reviendrai tout à l'heure, à aller vers et dans l'emploi et de les aider à construire leur autonomie
et leur confiance dans le cadre de leur recherche d'emploi et de formation. La question de l'emploi des personnes réfugiées en France, c'est un sujet qui est loin d'être anodin. Il faut savoir qu'une personne réfugiée sans accompagnement spécifique en France mettra à minima 5 ans pour retrouver un emploi ou une formation qui est à la hauteur, je dirais, de ses attentes et de son ambition. Donc, c'est loin d'être un temps court. C'est un vrai parcours du combattant pour ces personnes. Au-delà de ça, beaucoup de personnes réfugiées arrivent en France avec des compétences, un certain nombre d'expériences professionnelles. Nous, on travaille depuis plus de 4 ans avec ce public-là. On connaît aussi sa résilience. Donc, il y a quelque part un peu une incongruité. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup d'obstacles qui vont en fait venir se poser sur le parcours d'insertion des personnes réfugiées. Et nous, notre objectif à travers le programme Codico, c'est de lever ces obstacles en activant autour d'eux un écosystème et un certain nombre d'outils qui va leur permettre de gagner en confiance et en autonomie. L'enjeu, c'est au bout de cet accompagnement de leur permettre de mieux maîtriser les codes de l'entreprise, les codes du marché du travail, et on sait quelle complexité ils revêtent. Mieux maîtriser les outils de la recherche d'emploi en France, et ça, c'est essentiel. En général, ils arrivent et ils ne savent pas de toute façon quel levier activer. Il faut déjà comprendre les outils pour activer les leviers. Développer un premier réseau professionnel, et c'est aussi ce que leur permet le programme Codico, et finalement pratiquer le français et peut-être plus spécifiquement le français professionnel sur un parcours d'accompagnement qui va se dérouler intégralement en langue française, aussi bien sur le volet mentorat que l'accompagnement collectif. La spécificité du programme Codico, et je pense que c'est aussi là son caractère innovant, c'est le fait que c'est un programme qui est extrêmement connecté au monde de l'entreprise. Et l'idée de Codico, c'est de mettre en lien des personnes réfugiées en recherche d'emploi en France avec des salariés actifs en entreprise via en fait une formule que vous connaissez peut-être déjà, hein, qui est du mentorat, que nous on appelle le co-training, et dont l'objectif, et en tout cas on appuie beaucoup là-dessus sur le programme Codico, c'est de créer des retombées positives pour les deux parties, un enrichissement mutuel, aussi bien pour la personne accompagnée que pour le salarié. Je pense que Anne-Flore pourra y revenir tout à l'heure. Ce sera intéressant d'avoir le témoignage de Vinci sur ce sujet. Et ce volet accompagnement individuel, c'est vraiment le cœur du programme Codico. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure la formule. En 4 ans, Codico, on s'est implanté durablement sur 3 territoires, sur 3 villes. On est aujourd'hui présent sur Paris, Tours et Strasbourg. Cet essaimage, cette première étape de l'essaimage territorial, elle nous a aussi permis de prouver la réplicabilité du parcours Codico, le fait que l'impact du projet est vérifié sur différentes métropoles, différentes agglomérations. Et aujourd'hui, on en est vraiment à un stade, je dirais, de changement d'échelle. On a aujourd'hui une communauté bénévole d'un petit peu plus de 150 personnes actives, 11 ETP salariés au sein de l'association. Bientôt 13, puisqu'on lance aussi des recrutements sur la ville de Rennes. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure. On a une trentaine d'entreprises partenaires qu'on a engagées sur le projet depuis 2016, et on a accompagné à jour plus de 650 binômes. Donc, un binôme, c'est une personne salariée et une personne réfugiée en recherche d'emploi. Donc, évidemment, un effet d'amélioration continue à travers plus d'une vingtaine de promotions depuis 2016. Et on a l'objectif en 2021 d'accompagner 300 personnes réfugiées, cette fois-ci sur 4 territoires, puisqu'on intègre aussi le territoire de Rennes. Pour finir, on a aujourd'hui une certaine, je dirais, reconnaissance institutionnelle aussi. Bon, on est une association reconnue d'intérêt général, et on est aussi lauréat du plan investissement dans les compétences en 2019, qui est un gros appel à projet du ministère du Travail, qui nous permet de continuer à travailler sur le déploiement et l'essaimage territorial de Codico, donc d'ouvrir Codico dans 3 nouveaux territoires, et Strasbourg et Rennes font partie de ces 3 nouveaux territoires, et puis continuer à travailler aussi sur la qualité du parcours d'accompagnement Codico. Pour finir cette année, donc en 2021, on ouvre Codico sur un nouveau territoire, la ville de Rennes, dans un contexte qui est un contexte pas évident. Je pense qu'on le sait toutes et tous, mais c'est avant tout un contexte qui est difficile pour les personnes réfugiées. Et nous, ça nous donne une énergie supplémentaire pour continuer à travailler sur ce déploiement territorial. Je voulais en profiter ici pour remercier Marion Hébert, qui est avec nous ce matin, qui nous a énormément aidé sur cette phase de prospection du territoire de Rennes. Et
je pense qu'on ne serait peut-être pas là ce matin sans Marion. Donc, merci à toi, Marion. Et juste pour vous donner quelques informations sur cette phase de prospection, l'idée, c'était vraiment de pouvoir valider la valeur ajoutée du programme Codico sur le territoire, s'assurer qu'on allait pouvoir rencontrer notre public, qu'on allait pouvoir proposer un parcours innovant dans sa formule et s'assurer aussi qu'on allait pouvoir co-construire cette solution avec des acteurs très implantés dans le territoire. Et je pense à là, évidemment, des entreprises et puis aussi des associations et des acteurs institutionnels. Voilà pour peut-être les quelques éléments d'introduction sur le parcours. Merci beaucoup, Clément. On reviendra de toute façon en détail tout à l'heure sur les formats un petit peu d'accompagnement. On a évoqué les formats d'accompagnement individuel, il y a aussi d'accompagnement collectif. Donc, on verra un petit peu comment les choses se mettent en place de façon très concrète et de façon très opérationnelle, encore une fois, ce qui est un peu le fil rouge de l'association. Justement, pour aller du côté de l'entreprise, rien de mieux que de faire témoigner Anne-Flore, qui est un petit peu maintenant devenue avec Vinci un acteur historique pour Codico, pour l'accompagnement, puisque en termes de collaborateurs engagés, on commence déjà à atteindre des chiffres assez significatifs. Et la première question qui vient en tête, effectivement, c'est pourquoi un petit peu, non pas du jour au lendemain, mais pourquoi une entreprise comme Vinci s'intéresse à cette thématique, qui est une thématique qui n'est pas forcément une thématique à laquelle on pense tout de suite quand on va dans le monde de l'intérêt général. Et quelle a été la porte d'entrée, si j'ose dire, de Vinci par rapport à Codico, comment les choses se sont faites en fait de façon très concrète. Oui. Alors déjà peut-être pour que tous les participants puissent bien comprendre qui on est et sur quoi on agit. Nous, la Fondation Vinci, comme je vous l'ai dit, on est vraiment, notre thématique principale et notre mission, c'est d'agir pour l'insertion sociale et professionnelle des plus démunis. Donc à ce titre, on intervient auprès de différents publics et les réfugiés, évidemment, font partie de ces personnes qu'on a envie d'accompagner. Il faut savoir aussi que le groupe Vinci, on est un groupe assez tentaculaire avec énormément d'entreprises finalement sur différents territoires. Donc on a un mode d'action, la fondation a un mode d'action très décentralisé et c'était important pour nous de pouvoir proposer des programmes et des formats d'engagement vraiment sur tous les territoires. Et pourquoi particulièrement se rapprocher de Codico sur la thématique des réfugiés? Voilà, Vinci aujourd'hui est un groupe qui emploie, c'est un recruteur important en France et à l'international. Il se trouve qu'on a aussi différents métiers, différents publics qui entrent chez Vinci. Et on avait aussi envie de se dire que la Fondation pouvait contribuer peut-être via le programme Codico à changer de regard un petit peu sur les réfugiés et sensibiliser voilà, les différents échelons, les échelons du groupe. Donc à ce titre-là, on s'est engagé avec Codico dès le début, il y a 4 ans, pour accompagner Codico dans leur essaimage, donc avec un démarrage à Paris, à Tours et à Strasbourg. Et là, on est ravis vraiment de pouvoir développer avec Codico le programme à Rennes. Donc aujourd'hui, un bilan de ce partenariat, donc 4 ans, bientôt 4 villes, et puis on est déjà à plus d'une centaine de collaborateurs qui se sont engagés sur ces différentes antennes. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a des collaborateurs qui renouvellent l'expérience. Donc, c'est plutôt positif pour nous. Par rapport justement à cette association, parce que 100 collaborateurs, c'est beaucoup. Enfin, nous, on voit ça de notre œil un petit peu d'experts d'accompagnement des organisations vers l'intérêt général. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça d'associations qui ont autant de collaborateurs engagés? Parce que c'est beaucoup pour une association jeune, entre guillemets. Alors, la Fondation Vinci, on travaille avec on a d'autres associations partenaires comme Codico sur d'autres publics, en fait. On a d'autres associations Proxité, par exemple, sur l'accompagnement des jeunes, spécifiquement des quartiers, où on a d'autres associations avec des demandeurs d'emploi qui nous permettent aussi de mobiliser pas mal de collaborateurs. Mais c'est vrai qu'on est très content du partenariat avec Codico. Et c'est 100 collaborateurs sur 3 villes uniquement. Donc voilà, aussi pour nous, c'est des bons résultats, sachant qu'on demande quand même à des collaborateurs, c'est pas ponctuel, on leur demande de s'engager sur 6 mois avec 1 à 2 rencontres par mois. Donc c'est quand même un engagement conséquent de la part des collaborateurs. Donc à chaque fois qu'on l'évoque au COMEX de Vinci, ils sont toujours surpris de nous dire mais comment vous avez réussi à mobiliser autant de personnes sur cette durée.
Tout à fait. C'est pour ça que je posais la question, parce que très souvent, dans le mécénat de compétences, on a affaire à des missions qui sont souvent des missions en mode projet, qui sont des missions ponctuelles. Et là, on est quand même sur un engagement d'un collaborateur sur la durée, ce qui n'est pas toujours évident, hein, par rapport à son propre travail, par rapport à son N+1, par rapport à son management, etc. Donc, c'est pour ça que ce chiffre est assez significatif et plutôt très encourageant si effectivement les antennes se créent comme ça au fil de l'eau. Ça laisse présager, en tout cas chez Vinci, une bonne adhésion, je dirais, en termes de recrutement, si j'ose dire, de volontaires. En termes justement de recrutement de volontaires, ça veut dire que derrière, il y a les impacts. Est-ce qu'on peut déjà commencer à parler d'impact, Clément, avec ce recul comme ça de 4-5 ans d'activité, sans donner des chiffres qui sont souvent abstraits, mais qu'est-ce que ça génère sur le terrain et comment les entreprises ont pu justement accompagner au fil de l'eau et sur les 3 antennes aujourd'hui les différents bénéficiaires que vous accompagnez? Comment ça se traduit j'allais dire en nombre de bénéficiaires? Encore une fois, c'est pas toujours évident de parler que de chiffres, mais parce que derrière, il y a de la relation humaine, il y a du qualitatif, il y a vraiment des histoires personnelles qui sont aussi différentes qu'il y a de bénéficiaires. Donc, je sais que c'est très réducteur, mais malgré tout, bon, ça donne quand même un indicateur de votre action. Peut-être, Jean-Michel, avant de parler d'impact, ça vaut peut-être le coup de revenir sur le format du parcours un petit peu plus en détail. Oui, je vais le faire assez rapidement, mais je pense que c'est quand même un élément important là, pour les personnes qui nous écoutent. Et peut-être juste commencer par rebondir sur le témoignage d'Anne-Flore, effectivement sur cette question de l'engagement qu'on demande aux collaborateurs, qui est un engagement assez long terme. Ça peut être difficile, effectivement, mais on peut aussi prendre la question dans l'autre sens et se dire qu'en fait, c'est un programme qui permet vraiment aux salariés de mesurer l'impact et de sentir l'impact de ces actions à travers cette période de mentorat. On n'est pas sur du one-shot. C'est aussi la spécificité. Alors évidemment, on demande un engagement, mais ça porte ses fruits. Et quand on parle d'apport mutuel et de retombées positives pour les deux parties, sur un programme long terme, je pense que le salarié qui s'engage le ressent d'autant plus. Et en tout cas, ça fait partie des témoignages qu'il nous donne en fin de parcours. Pour revenir sur le programme, donc dans son format, juste vous dire, nous, l'objectif de Codico, c'est vraiment de proposer un parcours qui soit pragmatique. Et j'entends pragmatique par quelque chose de très concret et qui a en même temps de l'impact. Et on reviendra effectivement sur l'impact tout à l'heure. Et l'idée aussi de Codico, c'est de placer l'humain au cœur de cet accompagnement-là. Le programme d'accompagnement, il dure 6 mois. Il a 2 axes pour la personne réfugiée. Un premier axe, et c'est celui-là qui vous intéressera particulièrement ce matin, c'est l'axe mentorat, l'accompagnement individuel sur lequel on engage des entreprises et des salariés dans des entreprises. Cet accompagnement, il est réalisé par un salarié actif qui est formé, qui est outillé et qui est accompagné tout au long de sa période de mentorat par l'association Codico. Et je pense que ça, c'est un élément différenciant aussi, le fait qu'on soit extrêmement présent auprès de notre communauté de salariés engagés sur toute sa phase de mentorat. Et ça prend la forme de rendez-vous qui ont lieu sur le lieu de travail du collaborateur pendant une période de 5 mois, à hauteur de 2 rendez-vous par mois. Donc, on est sur à peu près 10 rendez-vous sur la phase totale de mentorat. Évidemment, depuis 1 an, ces rendez-vous se font en majorité en distanciel, mais on a réussi à pivoter, je dirais, dans l'approche et dans tous les outils qu'on met à disposition de nos binômes, ce qui nous permet aussi de nous adresser à vous aujourd'hui en confiance et de vous dire que cette formule, elle fonctionne aussi dans le contexte actuel. L'objectif de cet échange et de ces échanges au sein du binôme, c'est de travailler sur le projet professionnel, plutôt la validation du projet professionnel, tout ce qui est transmission des codes, la structuration du réseau, la pratique du français, et puis tout simplement aussi de créer un lien fort de partage entre ce que nous, on a envie d'appeler 2 professionnels avant toute chose, un professionnel actif en France et puis une personne réfugiée qui a été professionnelle dans son pays et qui a besoin de liens et de liens privilégiés pour pouvoir se générer des opportunités en France. Juste peut-être en avance de phase, parce que c'est une question qu'on nous pose souvent sur la façon dont on conçoit ces binômes et peut-être ce qui nous permet de créer ce matching. Nous, on crée ces binômes à l'issue d'une phase de formation pour les 2 parties. C'est un binôme qui n'est pas généré nécessairement par proximité sectorielle ou métier. C'est le cas pour 30 à 40% de nos binômes à peu près.
c'est bien Codico qui s'occupe de faire ce matching aussi en prenant des éléments plus de l'ordre de la mobilité, des appétences et des compétences, de questions générationnelles aussi. On sait que c'est pas évident de faire accompagner une personne de 50 ans par une personne de 25. Donc, ce sont tout ça des éléments qu'on prend en compte pour que les binômes répondent le mieux possible aux enjeux et aux besoins des deux parties. Donc, il y a cet axe mentorat et à côté de ça, un axe d'accompagnement collectif qui vient compléter en fait cet accompagnement individuel qu'on déploie sur nos territoires avec une communauté de coachs et de bénévoles qui sont souvent des experts RH. On parle d'une 60aine d'heures d'accompagnement environ sur 6 mois et on est sur 3 briques. Une brique vraiment outil, méthodologie de la recherche d'emploi sur des ateliers qu'on va adapter aussi à notre public, même si on retrouve souvent ces thématiques sur des programmes d'accompagnement à l'insertion pro. Une brique linguistique qui est essentielle pour notre public. On travaille vraiment sur le renforcement linguistique et l'apprentissage du français, professionnel notamment. Et puis une brique de coaching, du coaching collectif sur des questions de confiance, d'autonomie, de posture professionnelle pour les aider aussi à se projeter dans leur projet. Voilà. Et au-delà de ça, on est sur des promotions avec des profils de personnes réfugiées qui sont extrêmement divers, aussi bien par les origines, par les expériences professionnelles, par les projets qu'ils peuvent avoir en France. On s'empêche peut-être quasiment rien, sauf le fait d'accompagner des entrepreneurs. On n'accompagne pas d'entrepreneurs dans le programme Codico. Voilà. Et cette diversité, elle fait, oui, la complexité de l'accompagnement, mais aussi la diversité et la richesse de nos promos. Il faut savoir que tous ces bénéficiaires, ils répondent à certains critères, ça c'est important, qu'on va tester en entretien individuel. La question du statut sont exclusivement des bénéficiaires de la protection internationale. On a des réflexions en ce moment au sein de l'association sur l'élargissement de cette cible, mais jusqu'à nouvel ordre, ce sont vraiment exclusivement que des BPI. Des personnes qui ont un niveau minimum en français à l'oral, qui leur permet de suivre un programme qui va se passer que en français. Il y a un critère sur l'expérience professionnelle. On va vraiment accompagner des gens qui ont déjà eu l'occasion de travailler dans leur pays, puisque tout l'objectif de Codico, c'est de les aider à valoriser ces expériences et ces compétences acquises pour bien souvent se réinventer professionnellement en France, mais sur des projets qui soient choisis. Et puis, dernière chose, un critère de stabilité qu'on va retrouver quand même souvent sur des programmes d'insertion pro. Des personnes, alors tout est relatif, hein, mais qui sont sorties de l'urgence d'un point de vue de l'hébergement et des ressources notamment, et qui va leur permettre de relativement sereinement se concentrer sur leur recherche d'emploi. Oui, voilà, du côté des mentors, et je terminerai là-dessus, beaucoup de diversité sectorielle et métiers. Et une chose que je tenais à vous dire aujourd'hui, nous, on est extrêmement ouverts sur les profils qui accompagnent. Ce qui compte, c'est l'envie. Et il y a une formule qu'on utilise très souvent dans le programme Codico et qui se vérifie dans les faits. Il n'y a pas d'obligation de résultat dans l'accompagnement Codico, il y a une obligation de moyens. Donc, ce qu'on demande aux salariés, c'est de s'engager. Merci Clément. Avant de passer la parole, de repasser la parole à Anne-Flore pour évoquer un petit peu les motivations, notamment des collaborateurs par rapport à cet engagement assez fort. Juste une petite question par rapport aux bénéficiaires que Codico accompagne. Comment viennent-ils à vous et par quelle éventuellement association partenaire sont-ils repérés entre guillemets et viennent-ils à vous? Je vais aller très vite parce que je vois que j'ai déjà pris beaucoup de temps. En gros, on a 4 canaux de sourcing. Le premier sont un certain nombre d'acteurs associatifs sur nos territoires. On travaille beaucoup avec tout type d'associations, des centres d'hébergement, des associations d'apprentissage de la langue, des associations qui évoluent dans les quartiers prioritaires de la ville où vivent beaucoup de personnes réfugiées, voilà, des associations d'accès aux droits, des associations citoyennes qui travaillent sur le lien social. Donc ça, c'est un premier canal. Deuxième canal, c'est un canal institutionnel. Donc, on travaille de plus en plus avec des acteurs comme Pôle emploi, des centres d'action sociale, de la prescription à travers, par exemple, des assistantes sociales, puisque ça fait partie des droits des personnes réfugiées d'être accompagnées par une assistante sociale. On travaille sur les réseaux sociaux. C'est aussi de cette façon-là qu'on va rencontrer notre public. Donc, on est assez actif pendant nos phases de recrutement sur les réseaux sociaux. Et puis, dernière chose, bon, ça ne vaudra pas sur Rennes pour le premier semestre, mais on travaille aussi beaucoup par le bouche à oreille et c'est plutôt un bon signe pour nous, c'est-à-dire des personnes réfugiées qui ont fait le parcours qui vont ensuite le recommander à des personnes de leur propre communauté. Voilà, des ambassadeurs naturels. C'est ça. Voilà, très bien. Oui, donc Anne-Flore, je disais, par rapport aux collaborateurs qui s'engagent, c'est vrai que c'est un sujet qui peut faire peur au début. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que c'est quelque chose que je vais réussir à gérer? Parce que c'est pas évident de prendre quelqu'un comme ça par la main
d'accompagner surtout sur plusieurs mois. Quelles sont les motivations comme ça qui transparaissent de prime abord pour des collaborateurs qui s'engagent sur ce programme? Ouais. Les collaborateurs qui s'engagent, effectivement, il faut quand même aller les chercher et il y a un vrai travail à faire et ça, on arrive à le faire très bien avec Codico. Assez rapidement, c'est vraiment déconstruire un peu tous les préjugés qu'ils vont avoir sur les réfugiés. Il y a des amalgames entre réfugiés et migrants. Quand on leur parle d'un programme d'accompagnement de réfugiés, certains vont s'imaginer voilà, des personnes qui sont vraiment dans des situations d'urgence et peuvent se dire « mais moi, je ne vais pas y arriver ». Et ce qui est bien avec Codico, c'est que justement, comme tu disais Clément, la cible, vous ciblez des personnes qui sont en règle, qui ont le droit de travailler sur le territoire français, des gens que vous avez vous-même sélectionnés aussi sur leur motivation, des gens qui ont déjà travaillé. Donc voilà, le collaborateur, quand il s'engage, il sait qu'il va faire face à une personne qui a déjà été rencontrée par Codico. Une autre motivation, c'est que c'est un programme qui est très cadré, c'est sur 6 mois, il y a des temps de rencontre réguliers. C'est assez rassurant en fait pour le collaborateur qui se sente vraiment pris en main. Et un avantage, on va dire, du programme Codico, c'est que ça se fait aussi sur les lieux de l'entreprise. Et ça, vraiment, je vous assure que c'est pas négligeable parce que quand il faut motiver des collaborateurs pour se déplacer à droite, à gauche dans la ville, c'est compliqué. Mais quand on leur dit que c'est leur binôme, la personne réfugiée qui va venir sur les lieux de l'entreprise, bah, ça permet à un collaborateur à 17 h de se libérer assez facilement. Et il y a encore autre chose, Codico, leur force, c'est aussi de créer donc un accompagnement en amont, avant même que le binôme démarre avec le collaborateur d'entreprise. Codico a déjà fait un pré-accompagnement, on va dire, juste avec les personnes réfugiées. Donc voilà, ça veut dire que quand l'accompagnement démarre avec le collaborateur, tout est déjà un petit peu dans des rails. Codico va fournir des outils aussi, des outils d'accompagnement. Et puis, les collaborateurs sont accompagnés par des connecteurs. Donc, ça veut dire que s'ils ont une question, un doute, ils peuvent toujours se référer à un connecteur qui va aussi les aider, qui va coacher les coachs, entre guillemets. Et puis, il y a des temps collectifs qui sont très appréciés. Souvent, ce qu'on peut nous dire, c'est que sur d'autres programmes, c'est que les collaborateurs se sentent parfois un peu seuls dans leur accompagnement. Et là, avec Codico, ils peuvent vraiment partager. Il y a une communauté en fait de mentors et de personnes réfugiées. Et ça, c'est très apprécié par les collaborateurs. Donc, on a des très, très bons retours d'expérience. Et encore une fois, c'est vrai qu'on ne s'adresse pas qu'aux cadres dans les entreprises. Les cadres vont plus facilement se sentir à l'aise sur cet exercice, mais on a des personnes qui n'ont pas le statut de cadre et qui nous ont dit bah, « j'ai réussi à trouver ma place, j'ai été utile ». Et en fait, j'ai été utile de manière sur un temps assez court parce que 6 mois, c'est quand même assez court. Et assez rapidement, finalement, on trouve sa valeur ajoutée dans le programme. Donc voilà, c'est accessible parce qu'il y a un accompagnement de Codico un accompagnement des mentors qui est important et vraiment une communauté de pairs voilà, très appréciée par nos mentors. Complètement. Et en termes, justement, en termes d'impact, pour rester sur l'expérientiel entreprise, en termes d'impact, si je veux dire, enfin, au sens large, hein, plutôt vécu et expérientiel personnel, est-ce qu'il y a des verbatims, en quelque sorte, qu'on peut mettre en avant de collaborateurs sur, voilà, en rebondissant un petit peu sur la fameuse quête de sens que j'exprimais tout à l'heure, mais qui peut être dans certains cas un peu une tarte à la crème, mais c'est un peu, voilà, je m'inscris dans un accompagnement sur des enjeux sociétaux, je participe à la vie de la cité, enfin voilà, quels sont un petit peu ce qui ressort, les principaux bilans, si je veux dire, personnels qui ressortent de ces accompagnements côté salarié. J'imagine qu'il y a des choses qui se recoupent, qui sont un petit peu récurrents. Bah, ce qui est assez récurrent, c'est que finalement l'apport, alors pour certains, il est très personnel, c'est-à-dire bah, je connaissais rien finalement à la thématique des réfugiés, j'en entends beaucoup parler aux infos, mais là, ça m'a vraiment permis d'avoir concrètement sous les yeux un exemple et de changer finalement mon regard sur ce sujet-là. Ouais. Et pour d'autres, et je trouve que c'est là aussi où on a, nous, en tant que fondation, un apport très intéressant, c'est que quand on a des chefs d'entreprise qui ont donc participé au programme et qui nous disent bah, « en fait, ça change ma façon de recruter ». Parce qu'avant, je blacklistais, entre guillemets, certains CV. Maintenant, vraiment, je vois les choses différemment et ça permet aussi d'intégrer, du coup, chez Vinci, plus de diversité. Et là, je trouve qu'on a un impact vraiment intéressant en termes de recrutement. D'ailleurs, on a
même si ce n'est pas l'objectif. L'objectif de Codico, ce n'est pas que tous les personnes réfugiées soient embauchées dans l'entreprise du mentor, mais on a quelques belles histoires, notamment en Île-de-France, de personnes réfugiées qui ont participé au programme et qui ont pu être pris soit en intérim, soit sur des contrats d'alternance. Et ça, pour nous, même si c'est quelques exemples parmi tous les binômes, ça fait partie aussi des impacts positifs. Oui, complètement. Justement, côté association, Clément, c'est peut-être un petit peu tôt, bien évidemment, parce que il n'y a pas de recette miracle et de recette magique, mais est-ce qu'il y a justement des belles histoires comme ça que vous suivez et qui débouchent finalement sur des CDD, des CDI relativement rapidement, entre guillemets, par rapport au cycle de formation que les bénéficiaires suivent? Oui, bien sûr. Ça rappelle déjà la question de l'impact. Et là, je pense que c'est intéressant de donner quelques éléments. Après 6 mois d'accompagnement, on a, nous, au minima, une personne sur 2 qui est en sortie positive, même si c'est un terme un peu jargonneux, mais c'est-à-dire qu'il est soit en situation de formation, qualifiante ou certifiante, soit en formation d'emploi, en situation d'emploi. Donc, c'est extrêmement positif. C'est un chiffre qui grimpe à 70% au bout d'un an, donc 6 mois après la fin du parcours. Ça nécessite aussi qu'on fasse des prises de mesure justement sur ces éléments assez quantitatifs, sur l'accès à l'emploi ou la formation. Et par rapport à l'élément que je vous donnais en introduction, sur les fameux 5 ans, on se rend compte que Codico sert vraiment d'accélérateur, de tremplin, et que c'est notamment tous les contacts, tout le réseau que les personnes vont pouvoir mobiliser pendant ces 6 mois. Je pense aussi bien à la personne réfugiée que la personne salariée, qui va elle aussi mobiliser son propre réseau au service de la personne qu'elle accompagne, qui va pouvoir créer cet impact-là. Voilà. Et ce qui est important à dire aussi, et ça, je pense que ça enlève aussi une certaine pression aux entreprises partenaires, puisqu'elles ne viennent pas aussi non plus tout le temps avec le même objectif. Nous, on ne demande pas un engagement de l'entreprise partenaire sur le fait de recruter qui que ce soit dans le cadre du programme Codico. C'est quand même important à dire. Par contre, des belles histoires, il en existe évidemment tous les ans au sein de nos entreprises partenaires. Évidemment, cette rencontre, elle permet aussi aux personnes réfugiées de se positionner ensuite sur des offres, parce que déjà, elles vont mieux connaître l'entreprise, elles vont avoir un peu des sponsors, des personnes qui vont les aider dans l'entreprise. Mais on leur explique bien, elles aussi, en début de parcours, que ce n'est pas parce qu'ils sont accompagnés par un salarié dans une entreprise que ce salarié va leur proposer un emploi. Cette entreprise va leur proposer un emploi. Donc ça, c'est quand même important à dire. Par rapport aux retombées positives et à l'impact, nous, on a un outil de mesure d'impact qui est quand même aujourd'hui assez performant. On a été beaucoup aussi accompagnés sur cet outil. On mesure aussi bien les retombées positives et l'impact pour les personnes réfugiées que pour les personnes salariées. Ça, c'est une nouveauté depuis 2020. Pardon. Et pour les entreprises aussi en tant qu'organisation. Et ce qu'on veut, c'est aller plus loin que juste mesurer les sorties positives, parce que les retombées du programme, elles vont bien au-delà de tout ça. Du côté des salariés, et je rebondis sur ce que disait Anne-Flore, mais effectivement, et je ne pense pas que ce soit un sujet tarte à la crème, la question de la réponse à la quête de sens. En tout cas, c'est quelque chose que nous disent souvent les salariés. Il y a un besoin de sens dans l'entreprise et un programme comme celui-là permet d'y répondre et de se sentir vraiment utile. Donc, il y a des impacts de ce point de vue-là. Ça permet aux salariés aussi de développer un certain nombre de compétences type plus soft skills, des compétences d'accompagnement, des compétences d'écoute active. Il y a un enjeu interculturel aussi qui est extrêmement fort dans le cadre du programme Codico. Donc, ça permet aussi, je dirais, de relativiser les propres problématiques qu'on va pouvoir rencontrer au quotidien dans son entreprise au contact de personnes qui sont extrêmement résilientes. Et moi, j'ai un verbatim à vous apporter et c'est quelque chose qu'on entend souvent des salariés qui nous disent « Je me suis engagé dans le parcours en pensant avant tout apporter mon réseau, mes compétences, mon expérience à la personne réfugiée. Et je me rends compte à l'issue du parcours Codico que j'en ai au moins appris autant. » Et ça, c'est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent. Du côté des personnes réfugiées, ce que je vous disais en ouverture, mais au-delà de la question des sorties, l'objectif de Codico, c'est vraiment de travailler sur la confiance, de l'autonomie, en faire des chercheurs d'emploi actifs et qui, au bout de 6 mois, sauront à minima quel levier activer pour pouvoir être autonomes dans le cadre de leur recherche d'emploi ou de formation. Super. Merci Clément.
Le temps passe assez vite. On va aborder maintenant la partie un petit peu programme, parce que c'est vrai que pour les participants qui nous écoutent, ils veulent peut-être en savoir plus sur le détail du programme, si demain ils veulent s'engager, eux ou leur entreprise, dans ce programme d'accompagnement Codico. Comment ça se construit? Alors peut-être avec Anne-Flore, revenir un petit peu sur la partie introduction, quand on commence avec Codico, sur la partie formation, sur la partie mettre en place un référent, etc. Comment ça se structure en fait de façon très concrète pour commencer un partenariat avec Codico? Moi, je peux juste vous apporter notre retour d'expérience. J'imagine que chaque entreprise peut avoir sa façon de fonctionner. Nous, déjà, la chance qu'on a, c'est que la fondation, elle est décentralisée. Donc, moi, en tant que responsable Ouest, je suis basée à Nantes. Alors, je ne suis pas basée à Rennes, mais voilà, c'est déjà, on est déjà décentralisé. Ensuite, moi, j'ai l'expérience sur Tours d'avoir développé le programme avec Milena, qui fait donc partie de l'équipe Codico à Tours. Et ce qu'on a voulu faire, c'était déjà une communication mail, une première information mail via nos newsletters, via nos intranets. Et ensuite, ce qui a vraiment marché, c'est les petits déjeuners en entreprise. Donc moi, très concrètement, j'ai mis en relation directement Milena sur Tours avec les chefs d'entreprise Vinci à Tours. Et elle les a rencontrés sans moi, en fait. Et elle a organisé des petits déjeuners en entreprise. Et ça a permis de pouvoir déclencher, d'avoir des premiers collaborateurs engagés. En fait, le plus dur, c'est d'avoir les premiers. Et puis, une fois que vous avez les 3-4 premiers, l'effet boule de neige va se faire sentir parce qu'eux-mêmes vont pouvoir motiver d'autres collaborateurs. Donc, des petits déjeuners, des visios. Et voilà. Globalement, une fois que la machine est lancée, c'est beaucoup plus facile pour les renouvellements de promos. Voilà, et ce qu'on disait pour les entreprises qui nous écoutent, voilà, c'est que Codico, encore une fois, revient et très en amont accompagne les partenaires, les futurs partenaires entreprises. Donc, il y a tout un programme de sensibilisation, d'information qui existe. Peut-être en quelques étapes clés, Clément, dire comment ça se présente quand une entreprise vous contacte demain matin. Voilà, qu'est-ce qui va se passer de façon très... Ce qu'on commence par faire, c'est déjà développer un partenariat avec l'entreprise de façon formelle. Donc, ça passe par l'établissement d'une convention de partenariat. On se met d'accord sur un objectif en termes de mobilisation de salariés dans l'entreprise. Et ensuite, comme disait Anne-Flore, nous, on va être vraiment présents dès la phase de sensibilisation. On s'appuie sur des ressources dans l'entreprise, qui sont en général des personnes qui travaillent soit dans les RH, soit dans la RSE, qui vont nous aider à mobiliser des collaborateurs, mais sur la base d'outils qu'on va mettre à leur disposition. Depuis 2020, on organise des sessions de sensibilisation visio, donc en distanciel, qui sont inter-entreprises, donc qui permettent dès cette étape-là aussi de rencontrer d'autres salariés dans d'autres entreprises. Et beaucoup de salariés nous disent que c'est aussi enrichissant pour eux. Donc, de ce point de vue-là, la première étape, c'est vraiment d'embarquer le collaborateur sur ces phases de sensibilisation, lui expliquer aussi ce qu'on va attendre de lui sur ces 5 mois de mentorat. Ensuite, on va les former. En temps normal, ça prend la forme de séminaires en entreprise qui durent une journée, qui sont… c'est vrai que vous n'avez pas de témoignage de salariés aujourd'hui, mais l'objectif, c'est d'en faire un beau moment au-delà de former les salariés, de leur présenter le parcours, de les mettre dans la posture de l'accompagnateur et de leur proposer un certain nombre d'activités ludiques aussi, participatives, avec les personnes réfugiées. Bon, là, depuis 1 an, on les fait en distanciel. Ça prend la forme de webinaire. C'est un petit peu moins long et il y a un petit peu moins de monde, mais ça marche très bien aussi. Et je tiens à dire que voilà, nous, on a mis beaucoup d'énergie à s'adapter à ce contexte-là pour pouvoir aussi assurer cette continuité pédagogique. Pour nous, c'était un élément très fort. Donc, on va former ces collaborateurs et ensuite, on va les outiller. Donc, on met à leur disposition un certain nombre d'outils. Le connecteur en fait partie, même si c'est une personne, c'est pas vraiment un outil. On met à leur disposition aussi des fiches de suivi, des guides de l'emploi, de la formation. Et on va animer cette communauté de salariés pendant les 6 mois en leur proposant des temps d'échange, des temps de partage, des retours d'expérience, qu'on appelle aussi des co-discussions. On leur propose de participer à un speed meeting à mi-parcours. On a des événements type soirée de clôture qui sont aussi des événements bilan où on présente des résultats et on laisse les membres de la communauté témoigner aussi sur leur expérience. Donc, tout ça, ça permet en fait de se sentir très accompagné et vraiment au sein d'une communauté pendant ces 6 mois-là. Donc, le salarié, il ne se sent pas seul, le binôme ne se sent pas seul, la personne réfugiée, évidemment, on l'accompagne tout au long des 6 mois et nous, on joue le rôle de réactivateur pour les 2 parties, c'est-à-dire si à un moment donné, on se rend compte que l'un ou l'autre des parties perd un peu le fil et on pense souvent que c'est le réfugié qui va lâcher,
mais je peux vous dire qu'on joue aussi le rôle de remotivateur pour les salariés qui parfois sont un petit peu rattrapés par leurs enjeux business ou autres. On leur dit non, non, vous vous êtes engagé pour 5 mois, on vous attend et la personne que vous accompagnez vous attend sur 5 mois. Et ça, on le fait en bienveillance, c'est important. Voilà, et dans ces conditions-là, en général, ça se passe très bien et on a des taux de décrochage qui sont extrêmement faibles. Ça peut exister, évidemment. Il y a même parfois des binômes dans lesquels le lien ne se fait pas extrêmement bien. Et dans ce cas-là, on intervient, on peut aussi proposer des solutions. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est extrêmement rare. Oui, puis ce qui est important, le mot qui revient souvent à la fois côté Codico et côté Vinci, c'est ce mot communauté. Je pense que c'est important, c'est ce mot qui fédère, qui rassemble. C'est pas simplement de la mission, encore une fois, comme tu le disais, one shot, mais c'est vraiment du long terme et qui, je pense, après, même après d'ailleurs un mentorat passé peut, à mon avis, générer aussi des relations, pourquoi pas, d'ordre personnel, amical. Donc voilà, c'est une vraie histoire qui se construit. Hein. C'est pas anodin comme démarche. On va respecter un petit peu le chrono. On va vous ouvrir un petit peu le champ des questions-réponses à tous ceux et toutes celles qui nous écoutaient depuis ce matin. Est-ce que les uns, les unes et les autres ont des questions à la fois pratico-pratiques ou plus générales sur ce type de partenariat, sur ce que fait Codico, sur la façon de s'engager, sur les différentes modalités? Les micros sont ouverts et sont à vous. Personne ne se lance? Bah alors, Est-ce qu'on a prévu une activité bis? ouais. Est-ce qu'on a prévu un dessin animé, quelque chose? Bonjour, je ne Oui, sais pas si vous m'entendez, voilà. super, merci. Ah bah, alors Philippe, Bienvenue Philippe. Malo, d'abord, je voulais adresser mes sincères félicitations à Marion qui a fait le travail en amont qui nous permet d'avoir aujourd'hui une bonne nouvelle, c'est que Codico va s'implanter à Rennes. Je salue en même temps Clément que j'ai eu au téléphone une fois. Moi, j'avais une question sur, je dirais, l'après-programme. Qu'est-ce qui se passe quand le binôme a été fait et qu'à l'issue du programme, finalement, le résultat n'est pas encore tangible? Est-ce que vous avez des retours? Est-ce que la relation continue? Est-ce qu'on a des éléments sur le délai d'insertion au-delà du programme? Encore une question d'ailleurs sur ce sujet-là. Est-ce que vous assurez aussi un retour des ex-lauréats du programme pour des échanges, pour qu'ils s'impliquent aussi dans la suite du dispositif pour les promotions suivantes? Bonjour Philippe, ravi de vous retrouver ici. Sur votre première question, effectivement, c'est une vraie question qu'on nous pose d'ailleurs assez souvent. Nous, on priorise un accompagnement qui dure 6 mois et au bout de 6 mois, vous l'aurez compris, hein, il y a une personne sur 2 en sortie positive, donc il y en a aussi une sur 2 qui n'a pas encore trouvé d'opportunité. Donc pour ces binômes-là, en règle générale, ils vont continuer à travailler ensemble. De façon beaucoup plus, je dirais, autonome. Et nous, en tant qu'association, on n'a pas, en tout cas aujourd'hui, les ressources pour pouvoir accompagner sur du plus long terme les binômes. Donc, ce qu'on propose, en fait, c'est que l'accompagnement en binôme continue et quelque part, la structure, le rythme, le binôme l'a trouvé. Donc, cette autonomie, il l'a aussi construite. Et on reste à la disposition de la personne réfugiée et aussi du salarié s'ils ont des besoins, si la personne souhaite se positionner sur certaines activités peut-être de façon plus ponctuelle. Donc voilà où on en est aujourd'hui. On a une réflexion qui prend un petit peu de temps au sein de l'association pour l'instant, mais sur le fait de pouvoir se renforcer sur des fonctions notamment de CIP pour pouvoir intégrer demain, on espère, des ressources de chargés d'insertion socio-professionnelle ou chargés d'insertion professionnelle pour pouvoir peut-être en fin de parcours faire des bilans plus individuels et plus poussés avec chacun de nos bénéficiaires et de pouvoir être plus dans l'accompagnement, même à l'issue du parcours pour les personnes qui n'ont pas trouvé d'opportunité. Ce qu'on souhaite en 2021, c'est déjà tester cette approche-là à travers le recrutement de stagiaires qui vont pouvoir faire des premiers tests en fin de parcours pour voir ce qu'on peut proposer aussi à nos bénéficiaires qui n'ont pas trouvé de solution. Du côté des personnes réfugiées qui ont vécu des expériences positives au sein de Codico, on leur propose effectivement de témoigner aujourd'hui sur des temps dédiés, notamment des temps sur lesquels on va aller rencontrer des personnes réfugiées, par exemple dans des centres d'hébergement
ou auprès d'autres associations, témoigner de leur expérience positive, donc servir aussi quelque part d'ambassadeurs et d'ambassadrices. Et en fait, ce rôle-là, on le propose aussi bien aux personnes réfugiées qu'aux personnes salariées aussi dans les entreprises partenaires, puisque moi, je peux vous dire tout ce que je veux aujourd'hui. Ce qui compte le plus, c'est le témoignage des gens qui concrètement ont participé au parcours. Et c'est leurs témoignages qui ont le plus de force. Et je pense qu'Anne-Flore le disait aussi quand elle parlait du rôle et de l'impact des personnes qu'on accompagné dans l'entreprise pour aller convaincre d'autres collaborateurs aussi. Donc, cette notion d'ambassadeur, elle est forte et voilà, elle se fait de façon relativement instinctive aujourd'hui chez Codico, mais je pense qu'il y a aussi un travail de structuration à faire là-dessus pour peut-être former de façon plus clair, plus long terme aussi des ambassadeurs et des ambassadrices réfugiées. Merci Philippe. Il y avait une question de Monsieur Tabouret, je n'ai pas votre prénom, désolé. Oui, j'ai mal configuré mon identité. Michel Tabouret. Bonjour Michel. Excusez-moi. Moi, j'avais une question avec justement à l'issue de ce parcours de relations avec les institutionnels, par exemple typiquement Pôle emploi, pour les gens qui sont en recherche d'emploi ou de formation en alternance. Est-ce qu'il y a une orientation que vous faites justement pendant l'accompagnement au niveau du binôme? Alors, ce que je peux vous dire, bon, il y a deux choses. Première chose, un défi pour nous sur nos différents territoires, c'est de pouvoir effectivement travailler en lien et main dans la main avec des acteurs comme Pôle emploi. On n'y arrive pas partout. Je pense qu'on va bien y arriver sur le territoire de Rennes. En tout cas, Marion nous a envoyé des très bons signaux de ce point de vue-là et pour nous, c'est vraiment extrêmement positif. Autre chose importante à dire, c'est que un programme comme Codico, évidemment, n'a pas vocation à se substituer au droit commun. Donc, beaucoup de personnes qu'on accompagne, la grande majorité d'ailleurs, sont accompagnées aussi par des conseillers emploi au sein de Pôle emploi. L'idée, c'est d'échanger avec ces acteurs-là et de leur donner aussi de la visibilité sur ce qu'on réalise avec la personne réfugiée dans le cadre du parcours. Et je vous parlais tout à l'heure de la fiche de suivi Codico, qui est un outil qui est mis à disposition du binôme pour pouvoir tracer tout ce qui est réalisé, notamment au sein de l'accompagnement individuel et aussi un petit peu collectif, au fil des rendez-vous. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que ce type d'outil-là puisse aussi être partagé avec des acteurs de l'accompagnement comme Pôle emploi pour pouvoir éviter justement de faire ailleurs ou de refaire ce qui a pu déjà être fait par d'autres acteurs. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on est vigilant et on demande aux accompagnateurs d'être vigilants là-dessus parce que c'est entre guillemets une dérive qui peut exister dans beaucoup de parcours d'accompagnement. Les personnes réfugiées, il faut savoir qu'elles sont souvent pluri-accompagnées par parfois différentes associations, des citoyens, leurs voisins, Pôle emploi, une assistante sociale, etc. Donc l'idée, c'est pas de réinventer la roue à chaque fois, c'est de se compléter avec ce que peuvent faire d'autres acteurs de l'accompagnement. Donc voilà, nous, encore une fois, on n'est pas chez Codico des experts de l'insertion professionnelle, on ne se présente pas comme ça. Donc, c'est plutôt des consignes et des orientations qu'on donne au mentor qui va accompagner pour leur dire c'est important que vous vous mettez en lien avec l'aide de la personne que vous accompagnez, avec Pôle emploi, avec l'assistante sociale, avec les CCAS, etc. Moi, j'avais une question pour Anne-Flore. Est-ce qu'il y a des échanges un petit peu de bonnes pratiques entre les entreprises partenaires de Codico? Est-ce que vous êtes amené aussi à communiquer entre vous, entreprises partenaires, sur vos retours d'expérience, justement, j'allais dire individuels en tant qu'entreprise, mais en tout cas sur ce qui se passe chez les uns et chez les autres? Et est-ce que également, il serait peut-être pas intéressant à terme, et avec Codico, non pas de créer une bourse à l'emploi, parce que comme l'a dit Clément, c'est pas le sujet et c'est pas l'objectif final, en tout cas de Codico, mais peut-être de favoriser en tout cas des opportunités d'emploi dans des entreprises sur lesquelles éventuellement on ne connaît pas les besoins et qui seraient déjà partenaires de Codico en parallèle. Est-ce qu'il y a dans un premier temps, est-ce qu'il y a déjà des échanges qui se passent entre entreprises, entre la Fondation Vinci et d'autres acteurs partenaires de Codico? Il y a eu des échanges, en fait, c'est surtout dans le cadre de ces visios là, par exemple, celle qu'on est en train de faire et puis il y en a eu d'autres, sur les différentes antennes où il y a différentes entreprises qui se retrouvent. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on arrive à s'identifier et écouter un petit peu ce que font les autres. Mais c'est vrai que ça pourrait être davantage développé. En fait, le lien, il se fait surtout à un échelon plus local, c'est-à-dire directement les collaborateurs d'entreprise
qui sont eux-mêmes beaucoup plus mis dans des événements communs, etc. Et sur le deuxième volet, l'idée d'une bourse à l'emploi, c'est vrai qu'aujourd'hui, alors on reçoit des CV de Codico, enfin des CV de personnes réfugiées qui cherchent un emploi. Et donc là, on essaye de les redispatcher dans les bonnes entreprises pour que voilà, on puisse les accueillir soit en stage. Des fois, c'est juste une immersion d'une semaine, un stage, une alternance ou un contrat. Aujourd'hui, ça se fait comme ça, diffusion de mails. Mais c'est vrai que je pense que c'est un enjeu qu'on a. En tout cas, chez Vinci, c'est un enjeu. Il y a beaucoup de métiers en tension et je ne sais pas de quelles entreprises vous êtes issus, les autres participants, mais chez Vinci, il y a beaucoup de métiers en tension, des métiers sur lesquels on a du mal à recruter, des métiers de cadre et de non-cadre. Et donc, pouvoir aussi bénéficier c'est un nouveau vivier finalement, de personnes qui peuvent être embauchées chez Vinci. Donc là, on est dans une situation assez gagnant-gagnante et c'est vrai qu'on pourrait imaginer un espace où les CV pourraient plus facilement se diffuser. Je lance une perche à Clément. Voilà. Ouais, peut-être juste là-dessus, ce que je voulais vous dire, on va tester là, ce début d'année sur l'Île-de-France pour commencer la mise en œuvre d'une communauté de référents entièrement en distanciel pour pouvoir justement permettre, je vous parlais tout à l'heure du rôle de référent, enfin Anne-Flore en est une, mais dans nos différentes entreprises, on a vraiment des points d'entrée qui sont les gens qui coordonnent aussi en interne la mobilisation, l'engagement, etc. Et l'idée, c'est tous les 2 mois environ de pouvoir avoir un échange privilégié avec ces référents pour qu'ils partagent sur leurs attentes, sur leurs besoins, sur les bonnes pratiques aussi qu'ils mettent en œuvre au sein de l'entreprise. L'idée étant de s'inspirer mutuellement, puisqu'en fait, on se rend compte qu'on peut se poser les mêmes questions sur des temporalités différentes. Mais en fait, souvent, les réponses viennent de ce qui a pu être mis en place ailleurs. Donc, l'idée, c'est aussi de mieux entendre les besoins de nos partenaires et de pouvoir co-construire les réponses ensemble. Merci Clément. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle, j'allais dire, parmi nos participants? N'hésitez pas, parce qu'il nous reste allez, un bon 5 minutes. Bah alors, Reine, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Ah, très bien. Je suis Nadia Leglévir, responsable emploi territoire pour le groupe Engie. Vous m'entendez? Bonjour Nadia. Très bien. Alors, effectivement, merci pour ce partage. Moi, j'avais, alors c'est pas vraiment une interrogation, mais en tout cas, c'est une question sur l'après. On a entendu effectivement Anne-Flore nous dire qu'on a des restrictions, c'est un vivier complémentaire, parce qu'effectivement, on a du mal à recruter, nous également, mais on n'est pas les seuls, j'imagine. Et donc, du coup, la vraie question, c'était à partir du moment où ces personnes sont accompagnées, donc par binôme, par votre structure, l'association, est-ce que ça veut dire que ce sont des personnes qui ont tous les papiers en règle et que donc du coup à l'issue de cet accompagnement, alors via effectivement ce partage de CV global de différentes entreprises, est-ce que ça veut dire qu'ils peuvent être embauchables de suite? En fait, c'est ma question. Alors, il y a 2 choses. Merci beaucoup pour cette question. La première chose, c'est la question du statut. Nous, on accompagne exclusivement des gens qui ont le statut de réfugié en France, donc bénéficiaires de la protection internationale, statut réfugié, protection subsidiaire ou plus marginalement des personnes apatrides. Il faut savoir que ces personnes, déjà, elles sont dans le droit commun. Donc, il n'y a aucune barrière à l'emploi. Au-delà de toutes les barrières dont je vous parlais tout à l'heure, il n'y a pas de surcoût pour une entreprise sur le fait de recruter une personne réfugiée en France. Donc, de ce point de vue-là, déjà, il n'y a aucun risque. Et après, on accompagne des personnes qui, au moment où elles intègrent le parcours Codico, peuvent avoir quand même des niveaux de maturité par rapport à leur projet, des niveaux de français, des niveaux de confiance, d'autonomie qui sont différents. Donc, on conçoit Codico comme une aide sur une période quand même relativement courte de 6 mois dans leur parcours vers l'emploi. Au bout de 6 mois, toutes et tous ne seront pas prêts concrètement à accéder à de l'emploi ou de la formation. Je préfère le dire de façon très claire ici. Mais il y a un certain nombre de personnes qui le seront, et même parfois avant la phase de 6 mois. Et sans être, nous, un cabinet de recrutement, on est toujours ravis de faire la mise en relation, le go-between. Je sais bien et j'imagine bien que c'est pas
Mais l'idée après, c'est aussi de pouvoir justement bénéficier de ce vivier et qu'au bout du bout, ces réfugiés, ils ont envie de travailler. Donc, on puisse leur proposer quelque chose au bout du bout quand même. Bien sûr. Voilà, donc c'était ma question en fait. Okay. D'accord, moi j'entendais aussi dans votre question la question du statut de l'autorisation de travailler, et là-dessus en tout cas peut-être. Oui, évidemment, puisque ça engendre aussi, de par les collègues qu'on va pouvoir solliciter, parce que comme le disait également Anne-Fleur, on a une multitude d'entités au sein d'Engie, et donc du coup, moi mon rôle aujourd'hui, c'était effectivement de pouvoir participer, de connaître la démarche, de pouvoir échanger avec vous, et ensuite de pouvoir la proposer au RRH des différentes entités. Alors, au RRH, pour en faire la promotion, puisqu'effectivement, moi, ce que je trouvais aussi très intéressant, c'est il faut pas réserver, et d'ailleurs, avec d'autres associations, c'est comme ça aussi qu'on fonctionne, c'est-à-dire que ce type d'accompagnement, de tutorat, de parrainage, on peut les appeler comme on veut, c'est pas uniquement réservé, et bien au contraire, aux cadres, mais également aux autres collaborateurs, à tous les collaborateurs finalement. Et donc, du coup, l'idée, c'est de pouvoir en parler, mais de dire aussi, c'est effectivement un engagement individuel parce que ça fait partie intrinsèquement de votre envie d'accompagner, d'aider, parce qu'il y a ça aussi, effectivement, initialement, s'il n'y a pas ça, on ne peut pas le faire. Mais au bout du bout, c'est aussi de pouvoir promouvoir nos entreprises aussi et établir un vivier et au bout, embaucher ces personnes. Voilà. Merci beaucoup. Merci Nadia, merci beaucoup. On va arriver à la fin de notre session, de notre matinée. Tout d'abord, merci pour ces témoignages. Merci beaucoup Anne-Flore, merci beaucoup Clément, merci Lucie et Marion pour la préparation amont de ce webinaire. J'espère que ça a été concret et surtout pragmatique pour tout le monde. On vous a mis le contact de Clément Mardini dans le chat, donc l'email, si vous souhaitez poser des questions a posteriori et puis surtout demander des compléments d'information, n'hésitez pas. L'association va être là et sera là sur le pont pour vous y répondre. Et puis, on espère que voilà, cette petite fenêtre sur la thématique d'accompagnement des réfugiés et puis sur ce que fait Codico portera ses fruits. Nous, on va de toute façon utiliser après le replay pour le faire vivre aussi un petit peu sur les réseaux sociaux, ce qui est un petit peu le but du jeu. Et encore une fois, merci beaucoup. Et n'hésitez pas à poser vos questions après. On sera toujours là pour compléter encore une fois vos interrogations et tenter d'y porter des réponses. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. Et peut-être à bientôt sur le terrain avec vos collaborateurs et vos entreprises. Merci beaucoup. Merci. Merci, bonne journée à tous. Bonne journée. Merci à tous, bonne journée.